Ceux-là seront noyés dans la boue écrasée. À celle-là, on coupera le cul avant de le mettre en conserve. Et ces autres vomiront des paillettes jusqu'à ce que mort s'en suive. À cet autre, la gorge entaillée d'où sort un pied coupé. Celui-ci castré, enfoncé dans un pneu. Celui-là aux yeux descendus dans les dents. Cet autre encore entonnoir dans le rectum, incarcéré dans un œuf. Étouffé dans une peau de poisson, ouvert en deux l'épiderme déroulé en tapis, râpé jusqu'à l'os, nivelé par une enclume, scalpé sur tout le corps, chiant par le nez, pissant par les oreilles, écartelé sur des clous, des lames, des scies sauteuses, pendu par les petits doigts, les cheveux, les globes oculaires, raclé dans le vagin, javelisé et récuré, fracassé côté gauche, intact côté droit qui voit l'autre, les ongles arrachés, les doigts trempés dans l'alcool à 90, le tronc découpé à la machette, les épaules macérées dans l'huile bouillante, le dos encastré dans une pierre, la pierre suspendue à 20 mètres, le tout à moins 50 degrés, farandoule, en file indienne, tombant un à un dans la fosse, basculant de la tête, du corps, du cul, des pieds, enseveli à la tractopelle, damé à la dameuse. Bonsoir, nous allons parler de 70 fantômes sous-titré Chose vue avec Nathalie Quintane. Donc un livre qui vient de paraître récemment aux éditions La Fabrique, dont l'objet est dit en 4e de couverture: qu'est-ce qu'une expérience fasciste ordinaire? Qu'est-ce qu'un flash fasciste dans une vie normale? Alors je relève de suite une contradiction entre la 4e de couverture et le texte lui-même, puisque je lis ici un fascisme quotidien qui n'est pas ordinaire. Le fascisme n'est jamais ordinaire. Un fascisme de la poire et du fromage, du tour à vélo et des courses à Carrefour. Donc, comment est né ce texte, d'abord? Alors, il est né, c'est une sorte de conséquence immédiate de la dissolution il y a un peu plus d'1 an, de la dissolution de l'Assemblée nationale, et de ce moment où on avait 3 semaines pour, c'est-à-dire beaucoup plus que les 2 ans qu'on attendait depuis longtemps, en 2027, pour l'arrivée du Rassemblement national au pouvoir. Et là, d'un coup, c'était comme si, c'est comme si le temps nous revenait en pleine poire. D'un coup, on n'avait plus que quelques semaines, une poignée de jours pour se faire à l'idée que ça y était. Enfin, à l'époque, en tout cas, on pensait que Bardella serait Premier ministre et que, de ce fait, l'échéance s'était déplacée vers nous. Et donc, à la suite de ça, la petite ville de province dans le sud-est dans laquelle je vis depuis longtemps, depuis une 30aine d'années, s'est en partie lâchée. Et c'est cette espèce de pas forcément un choc clair et net et frontal, mais plutôt des choses justement vues, quelquefois entendues, qui nous ont saisis, qui m'ont saisi, parce que je les interprétais comme cette arrivée brutale d'une expérience fasciste qui était encore la plupart du temps assez diffuse, mais moins qu'avant. En fait, c'était comme si l'autorisation venant d'en haut, c'est-à-dire l'élection, l'arrivée au pouvoir officiel du Rassemblement national et de tout ce qu'il représente comme idée dans la société française en 2025, c'était comme si ça y était, évidemment. Et voilà, alors ce qui s'est passé, c'est que ces choses plus ou moins diffuses, j'ai essayé relativement vite de les saisir, parce qu'en réalité, ce qui s'est passé, c'est que on a été pris, ou en tout cas j'ai été prise d'une forme d'angoisse un peu de ce qui était en train d'arriver. Et le fait d'écrire, je crois que chacun le sait, à partir du moment où on écrit, même un mail, les choses désenflent quelquefois, ça permet de les reprendre, de les déplier, de les mettre à plat, de les mettre à jour, d'y voir un peu plus clair quelquefois. Pas toujours, mais quelquefois. Et en fait, voilà, c'est le point de démarrage, c'est ça, et cette nécessité immédiate, très vite, d'essayer de se ressaisir de ces événements, de ces micro-événements pour le coup.
Peut-être qu'on peut parler de la forme du livre aussi pour commencer. Donc déjà une question bête, il y a 61 chapitres, mais le titre c'est 70 fantômes. Donc pourquoi ce décalage? C'est quoi 70? Ça vient d'où? L'un des textes, ce sont des textes assez courts, une chose vue par vignette en fait un peu. Hein. Et il y a un texte qui s'intitule comme ça. Chaque texte est titré, il y a un titre. Les fantômes, il y a forcément plusieurs lectures possibles. C'est difficile pour moi de la donner. Si j'en donne une, ça va paraître un peu unilatéral, mais évidemment, c'est ce fascisme diffus aussi qui est fantomatique. Et puis quelquefois, ça tombe sur terre et c'est un peu plus concret. Il y a un chapitre qui s'appelle, un court texte qui s'appelle Valérie Pécresse. Donc tout de suite, c'est beaucoup plus concret. On voit ce que c'est, quoi. Il y a pas mal de textes où le titre est un nom propre. Jordan Bardella, même si le passage sur Jordan Bardella, en fait, c'est un passage sur son pull. C'est surtout le pull de Bardella qui m'intéresse, parce que je le trouve plutôt intéressant, en fait, ce pull. Ce pull, c'est le pull qu'il porte sur cette photographie noir et blanc très chic, qui était la photo de promotion de son livre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a écrit un livre, pour se préparer à ses futures affaires gouvernementales. Et le pull m'a intriguée, la photo noir et blanc aussi, l'espèce d'évidemment de sérieux qu'il essayait d'afficher. Et en fait, je suis pas sûre que je le dise dans ce texte. Je vais peut-être lire le petit passage sur le pull, comme ça permettra de voir un petit peu comment c'est fait. Je pense que ça vient de la fameuse photo du père Le Pen, qui date maintenant, je ne sais pas si vous vous souvenez. Le père Le Pen est photographié, c'était pour une élection, je ne sais plus laquelle, en noir et blanc pour la première fois, sans son... comment on appelle ça? Son truc pour cacher son œil qu'il a plus là, son bandeau, parce que le bandeau faisait un peu trop faf. Et il avait un pull à col roulé à l'époque. Et il souriait vraiment de toutes ses dents sur cette photo. C'était le point d'entrée de la dédiabolisation iconographique, en tout cas, du Front National à l'époque. C'était une photo qui avait beaucoup marqué et que j'ai encore en tête. Sans doute qu'il y a beaucoup de gens qui ont cette photo en tête. Et la photo de Bardella, je pense qu'elle est calquée, en fait. C'est un lointain souvenir de la photo du père Le Pen. J'aimerais bien, pour comme ça, très vite, les gens qui écoutent vont se rendre compte. Donc le texte, je ne vais pas le lire en entier, même si c'est pas très long. C'est le texte 40 qui s'appelle Jordan Bardella. Je passe le début et ça fait quelque chose comme ça. Oh, le haut lyrique. Oh, ce pull uni vécu une vie plus riche que celui qui le porte. Il a voyagé davantage. Que sa maille soit synthétique ou de mouton, des tas d'opérations chimiques dont ni vous ni moi ne comprenons le quart l'ont enduit et tissé, assoupli et cousu. Il est passé à la machine. Les doigts de quelle femme, les mains de quel homme l'ont disposé et lissé. Ou bien il est tombé tout dru des chaînes jusque dans un panier, comme une tête. Pourquoi faut-il qu'il n'occupe que notre vision périphérique tandis que toute notre attention est fixée sur ce qui sort d'un col si parfait qu'il épouse le cou gracile qu'il barre de son trait noir? Nous imaginons que tous morts, il sera là pour nous survivre car il est jeune. Mais aucun homme ne vit assez longtemps pour que son pull, entier ou par fragments, ne demeure après lui. C'est de ce pull que vous, si vous le voulez bien, prélèverez l'ADN ancien. Il vous renseignera sur ce que nous fûmes. Le porteur du pull aura disparu dans un ensemble humain relativement vaste, où les nucléotides néandertaliens seront minoritaires. Ce jeune chef, qui signe appliquer le livre politique pour lequel on a choisi pour lui notre pull, sourit à la page et à un avenir protégé sans tirer sur ses manches. Sans doute n'usera-t-il pas ses coudières, ou bien, jeté par un plus puissant que lui dans un cul de basse-fosse, il les tire de façon à s'en couvrir les mains. Il a froid. Pourquoi ce pull léger alors qu'un gros pull de mouton est en tout temps plus utile en temps de détresse nécessaire? Un gros pull, vous pouvez l'enlever. Je le vois grelottant au bord de son lit, les deux pieds posés sur le carrelage de frêne, le lino de fleuris,
il déguste à petite dose ta barquette de confiture de fraises. Alors, après ça continue, en fait, il est vraiment en tôle. Et c'est assez... en fait, les textes sont très souvent fabriqués comme ça, où peu à peu ça dérive. Ça part d'un détail concret, une chose vue, ce pull de Bardella sur cette photo de promotion. Et puis peu à peu, vous comprenez que vous pouvez faire tomber sa tête dans un panier, par la magie de la littérature, mettre un trait noir là où il faut, et puis finalement finir à Fresnes, le finir à Fresnes plutôt. Ça se termine d'ailleurs, je ne sais plus comment. Ouais. On vient frapper et puis c'est l'heure de la soupe. Voilà, le texte se termine là-dessus. Et il y a beaucoup de textes qui sont un peu fabriqués comme ça. Je dirais plus tard le premier texte du livre, c'est aussi le premier que j'ai écrit en fait. Et en fait, à un moment, j'avais déjà écrit plusieurs textes et j'avais pas du tout envie de simplement rester dans la simple description et l'appréhension en fait de ce que j'essayais d'interpréter, de ce que je sentais comme potentiellement fasciste, mais pas sûr. Enfin bon, j'avais pas envie de rester dans cette espèce de marécage d'incertitude dans lesquels on est. Et je voulais qu'il y ait une sortie possible, en tout cas. Et la sortie, elle se fait par l'élan de la phrase, en fait. Elle se fait à l'écriture. C'est-à-dire que je ne suis pas essayiste, ce n'est pas un essai. Donc, il y a un point de démarrage, un starter qui est clairement un détail visuel la plupart du temps. Et c'est par l'élan de la langue, en fait, qu'à un moment, ça démarre, ça ouvre ou ça bifurque. Et ça devient quelque chose qui ouvre une liberté possible, tout simplement, parce que ça l'ouvre de manière... Ça ouvre une fantaisie, en fait. Alors, je crois que c'est ce que je fais dans pratiquement tous mes livres. Depuis quelques années, plutôt que d'appeler ça un essai, ce que c'est pas, plutôt que d'appeler ça de la poésie, ce que c'est pas, plutôt que d'appeler ça un roman, ce que c'est pas, plutôt que d'appeler ça un récit, ce que c'est pas, j'ai piqué chez Nerval, chez le poète Gérard de Nerval, une idée pour un tiroir pour ranger ce qu'il faisait et qui me va très bien, qui est la fantaisie réaliste. Et là, c'est vraiment ça. En fait, ça part d'un détail tout à fait réaliste, le pull, sa fabrication, etc. Et puis, à un moment, ça dérive parce que c'est cette dérive-là et cette fantaisie qui permet qui permet quand même de le guillotiner dans le texte, quoi. Et puis après de le faire revivre immédiatement parce que l'exécution elle est trop rapide. Il faut quand même que ça dure un peu. Ce que j'avais développé dans un livre précédent qui s'appelle Tout va bien se passer. L'exécution est trop rapide. Donc il faut le ressusciter pour après le mettre en prison, pour après lui amener la soupe. Et puis après, après c'est un texte différent, mais on peut le ressusciter 1000 fois dans un livre et essayer des tas de trucs, tester, quoi. C'est aussi ça. On pourrait faire la liste des choses vues qui vous font penser de façon ultime au fascisme. Il y a, dans le premier petit texte, c'est les épaules gonflées d'un de vos élèves. Il y a le pull noir de Jordan Bardella. Il y a un bout de sopalin roulé sur la route. C'est quelqu'un qui vient vous insulter parce qu'il croit que vous avez jeté ce bout de sopalin. Il y a plein de trucs. Il y a des gens qui vous regardent mal à un kebab. Est-ce qu'on peut établir des caractéristiques communes à ces choses qui vous font penser au fascisme, ou est-ce qu'il y a vraiment une abondance qu'on ne peut pas caractériser et ça vient juste d'un instinct que vous avez au quotidien? C'est peut-être quand j'écoute la liste là, récapitulative, c'est a priori ce qui est très éloigné. Enfin, peut-être pas les épaules gonflées, et encore la situation est assez incongrue puisque je suis en train de... C'est un candidat du bac. Donc il est là, ça m'arrive de faire passer le bac, puisque je suis prof dans la vie, dans l'autre vie. Et il est là, il s'assoit sur un texte de Marivaux devant moi, là, en situation de passer le bac de français. Il a donc peut-être 17 ans, pas plus. Donc c'est une situation très formelle, très cadrée. Et puis, et je le vois, et quelque chose me frappe, c'est qu'il a tellement fait de la salle, quoi. Il a tellement fait de la muscu, que sa tête paraît toute petite. À chaque fois, c'est quelque chose de l'ordre presque de l'incongruité. Et
qui est pas du tout a priori fasciste ou je sais pas quoi. C'est une espèce de voilà de détail incongru. Je crois que c'est presque une espèce de réel, de je sais pas où. Peut-être que c'est ça aussi le point de démarrage de fascisme, c'est un réel incongru quoi, qui devrait pas être là. Et ça devrait pas être là, donc il faut comprendre pourquoi c'est là, ou en tout cas essayer de... Je donne pas, évidemment, j'ai pas de réponse à pas de question, quoi. Mais ça passe par la description, par... Alors, qu'est-ce que c'est que cette tête toute petite sur un très grand torse pour un gamin qui a 17 ans et qui va me parler de Marivaux? C'est, voilà, c'est vraiment des presque... Oh, c'est pas si loin que ça, au fond, même si c'est réaliste et critique, c'est pas si différent que ça de la fameuse métaphore de Lautréamont, hein, la rencontre du parapluie sur une table de dissection. C'est une sorte de rencontre, sauf que là, je le leste, j'essaye de le lester quand même, et de ne pas partir dans un surréalisme. C'est pas surréaliste, c'est lesté par le poids de gravité quand même, même si évidemment il y a un registre qui passe par toutes les couleurs de l'humour, une forme d'humour critique, c'est quand même un peu grave là, potentiellement. Parce qu'en partant de votre expérience de prof en collège, j'imagine que à travers les années, peut-être que vous avez accès à une connaissance que nous on n'a pas, qui est de voir des générations d'enfants en fait se succéder. Est-ce qu'en fait vous voyez cette ambiance qu'on ressent comme fasciste? Est-ce que vous pensez que ça accède à cette génération d'enfants? Parce que d'ailleurs vous dites dans le livre Les enfants vont bien, en référence à l'un de vos autres ouvrages. Enfin, est-ce que pour vous c'est un groupe qui est indemne de ça, ou est-ce que vous voyez vraiment genre les effets jusque dans vos classes? Bien sûr, mais c'est partout. Ouais. C'est partout, c'est diffus, donc c'est partout. Et bien sûr que un livre apparaît comme quelque chose d'un peu fermé, d'un peu clos. Il l'est pas au sens où ce livre de la Fabrique, en partie, c'est une poursuite du hamster à l'école, qui était un livre essentiellement consacré à mes années dans l'éducation nationale. Et pour répondre à votre question, c'est ce livre-là, hein, mais d'autres aussi, mais ce livre-là particulièrement, c'est une mise à jour. Aujourd'hui, une mise à jour pour aujourd'hui. Régulièrement, je fais allusion à la date de la dissolution, donc c'était juin 2024. Si le texte est écrit le 25 mai 2025, je mets la date, pas toujours, mais très régulièrement. Alors pourquoi? Parce que c'est une mise à jour. Ça vaut comme prendre date, en fait, ça vaut comme une prise de date. C'est-à-dire que il arrive de lire ce livre dans 2 ans ou dans 10 ans, sait-on jamais, la date rappelle que à cette date-là, il s'est passé ça. À cette date-là, et pour la première fois de ma carrière, qui est longue, j'ai vu la nécessité de prendre à part 2 élèves avant les vacances, donc c'était en juin, avant les vacances, 2 élèves qui étaient un couple, ils ont 14 ans, hein, donc ils sont en 3e, donc ils étaient ensemble, fille-garçon, c'était pas, il y avait quelqu'un qui avait l'air je ne peux pas me prononcer à sa place maintenant, c'était il y a quelque temps, donc je ne sais pas s'il y a une transition possible, ou j'en sais rien, enfin bon, c'était 2 élèves, comme ça, un peu à part, du fait de leur orientation sexuelle, c'était clair. Et pour la première fois, parce que c'était quand même pas arrivé, pas la première fois que je voyais des élèves comme ça, d'ailleurs l'année d'avant ou 2 années avant, c'était beaucoup plus détendu. Je me souviens qu'il y avait 2-3 élèves qui étaient gays, je pense, et j'ai pas éprouvé la nécessité de les prendre à part à la fin de l'année scolaire pour leur dire faites attention. Faites attention, dans une petite ville de province du sud-est de 16 000 habitants, ça veut dire, si vous sortez, particulièrement le soir, ne soyez pas seul. Soyez en groupe, soyez plusieurs, faites attention, etc. Donc je les ai pris à part pour leur dire ça. Ils ont compris tout à fait. Et c'était pas... Mais je voulais m'assurer qu'ils savaient. Et donc ça, c'est une date
quand même, parce que je n'ai jamais, avant, j'avais jamais éprouvé la nécessité de faire cet avertissement. Quelque chose d'autre qui est surprenant avec la lecture du livre, c'est que en lisant en fait le petit résumé, je sais pas si vous l'avez écrit ou pas, ou si c'est la fabrique qui l'a fait, je crois qu'il y a le mot fasciste dedans, ou est-ce que je me trompe? Ouais, c'est un peu blanc, c'est ça, c'est ce que disait Cyril au début, flash fasciste dans une vie normale, etc. Mais ensuite, quand on lit le livre, en fait, le mot fasciste apparaît peut-être moins souvent que ce qu'on attend. Et en tout cas, personnellement, j'ai eu l'impression que vous utilisez ce mot de façon quand même assez parcimonieuse, de façon à ce que ça perd pas sa gravité et un peu tout ce que ça charrie avec. Est-ce que vous êtes d'accord? En fait, j'avais l'impression que dans ce texte, dire fasciste, en fait, vous voulez conserver la gravité du geste de dire ceci est fasciste ou ceci s'apparente à du fascisme, non? Oui, et la plupart... Alors ça le syntagme flash fasciste, ça vient d'un livre qui est sorti il y a longtemps maintenant, qui s'appelle Tomate. Me semble-t-il, c'était là. Il y a un moment, et c'est peut-être la seule fois dans le livre, dans le livre qui revient sur l'affaire de Tarnac, c'est peut-être la première... comment dire... c'est au début du livre, et en fait... C'est un moment où justement, alors c'est il y a longtemps, puisque c'est sorti en 2010, je crois, donc c'est il y a 15 ans, en tout cas plus de 10 ans, on n'en était pas là encore, et alors c'était encore plus diffus et imprécis, quoi, mais j'ai quand même, pour la première fois, posé ce mot-là, flash fasciste. C'est un passage où je reviens sur ce moment d'Alice au Pays des Merveilles. Au début, elle suit le lapin, elle tombe dans le terrier et la descente est tellement lente dans ce terrier qu'elle a le temps de regarder tout ce qui se passe autour d'elle, de prendre un truc, je sais plus, de regarder dans le placard. Et en fait, c'est cette phrase, ce moment que j'ai repris. Voilà, c'est là qu'est arrivée cette idée d'un flash fasciste, de notre descente lente dans ce terrier. Et à un moment, on est pris pour le coup comme un lapin dans les flashs d'une voiture. Donc ce syntagme-là vient déjà d'il y a quand même plus de 10 ans et concernait même l'Europe et pas simplement la France et pas simplement la petite ville où j'habite. Donc j'ai repris ça en fait dans ce livre-là parce que là évidemment ça s'est rapproché depuis 10 ou 15 ans. C'est beaucoup plus précis. Et ensuite comme ces choses vues me saisissent sans être... je ne cherchais pas du tout, même écrivant ce livre, à choper des détails un peu bizarres ou je sais pas du tout. À chaque fois, c'est un truc qui me... Oh, putain, c'est ça là, c'est ça ou c'est pas ça? Alors il y a des moments, je sais pas. Et puis il y a des moments, ça me semble évident. Et puis des moments, je me trompe. Par exemple, le passage sur le kebab, je peux le raconter, c'est un passage au début du livre. On est vraiment... ça doit être fin juin, en plein dans le... Putain, ça y est, on va avoir Bardella, c'est la cata, je sais pas quoi. Le député de mon coin est RN. Bon. Et il y a, classique, 30% de gens qui votent pour le RN dans cette ville du Sud-Est. Enfin, c'est devenu assez classique. On va un soir, avec mon compagnon, manger un kebab en terrasse, là, comme ça, sur la place. Et puis on regarde, on se dit... il n'y a pas grand monde, c'est bizarre quand même, non? À cette heure-là, en fin juin, il fait beau. Bon, tout de suite, soupçon. Putain, ils viennent pas parce que c'est un kebab, quoi. Et à côté, il y avait un resto, je sais plus, c'était une brasserie. Là, c'était quasi plein. Deuxième soupçon. Ils sont tous à la brasserie et ils regardent au kebab, il n'y a personne. Bouffé. Bouffé d'angoisse. Pas d'angoisse, mais de... Ah, putain, ça y est, là, t'as vu? On s'installe, on commande un kebab, tout ça, on commence à manger, et à un moment, on voit des gens passer, là, pas très loin, qui nous regardent un peu comme ça. T'as vu, ils nous regardent bizarrement, parce qu'on est au kebab et tout, ouais, tu crois que, franchement, là, ça pue, ça va pas du tout, cette ville, bon. D'où il y a plein de textes où je me tire, en fait, où je rêve de me casser, quand même, Et puis, on finit notre assiette de frites, notre kebab et tout. On se lève, on marche un peu, on se retourne. Et là, il y avait du monde. C'est juste qu'on était arrivé un peu tôt.
Donc il y a ça aussi, c'est aussi ce moment-là, hein, ces moments-là que j'essaye d'attraper, en fait, de choper, quoi. Ouais, parce que ces impressions-là, elles sont coincées entre est-ce que c'est l'état du monde qui me les donne, ou est-ce qu'en fait c'est moi qui me fais des films finalement. C'est un peu comment dire, c'est le truc qui empêche finalement d'être certain à 100% que oui, on y est, parce qu'on se dit, et si c'était moi en fait qui me fait des films. C'est peut-être un peu ça la situation. Il y a des moments, alors il y a des moments comme ça où c'est clairement une surinterprétation qui s'avère fausse, là, pour le coup. Il y a des moments où c'est vraiment... Il y a de tout, en fait. Hein. Il y a des moments où je me trompe. Il y a des moments où je pile dans le mille. La plupart du temps, c'est sur des détails minimes, des choses furtives, en fait. Hein, des espèces de micro-événements qui passent comme ça, des images, quoi. Et puis, il y a des moments, c'est là-dedans, il y a une description d'une authentique journée. Je suis sûre que c'était la journée faf, quoi. Alors, comment vous dire ? Ça concerne l'éducation nationale, putain. On était dans une réunion, voilà, avec, je veux dire, un inspecteur. Ouais. Et la manière dont, alors c'est toute une journée. Donc là, c'est pas juste un petit détail, c'est toute une journée. Et c'est la manière dont, alors on était assis tous à des tables d'écoliers, comme des écoliers, voilà, évidemment. Et puis, on nous présentait la journée de la préparation au baccalauréat, quoi. C'était une journée de préparation. Et toute la journée, je me suis dit, c'est comme ça que ça doit être. Parce que c'était long. C'est le seul moment où, si vous voulez, ça n'a pas duré un quart de seconde ou 5 minutes, c'était long. C'était très long. Et ça a duré de 10h du matin à 18h. Et avec une intériorisation de la quasi-totalité des gens qui étaient là, une bonne vingtaine, on bouge pas. On la ferme et on bouge pas. C'est ce que je raconte dans le truc. On l'a tous fermé. Alors, bon. Après, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est qu'il y a quand même des légères différences. Donc, sur les 20, 22 qu'on était, il y en a, je le raconte, hein, il y en a 2 qui se sont levés pour aller à midi, là, se montrer, se faire valoir auprès de la personne en question, là, qui nous faisait vivre cette journée. 2 sur 22. C'est assez, voilà, il y a de l'espoir. Et puis, enfin, j'ai posé une question qui n'était pas, voilà, bon, il fallait pas que je la pose. Voilà. Et puis à la fin, quand ça s'est terminé, il y en a 2, 3 qui se sont tirés vite fait, pendant que les autres respectaient les horaires et tout ça, quoi. Et ça, si vous voulez, c'est important, les proportions, en fait, parce que je suppose que c'était à peu près les mêmes en 40. Hein. Je ne vois pas pourquoi ça aurait changé. C'est-à-dire qu'une grande majorité de gens qui sont assis, enfin qui attendent que ça se passe, quoi, hein, en mouvetant pas. Et puis quelques rares qui en rajoutent, quoi, qui veulent y aller encore un peu plus. Et puis quelques rares aussi qui se cassent ou qui manifestent, qui sont pas tellement d'accord, quoi. Et ça, c'est un point aussi qui fait partie de la mise à jour de combien on est, combien vont aller dans ce sens-là, combien d'autres dans l'autre sens, qui va rester, qui va essayer de se casser, mais comment. Et en ce sens, c'était une journée tout à fait ordinaire, que j'avais déjà vécue d'ailleurs, puisque ça fait quand même quelques années que je fais passer. Mais là, en fait, il y a des caps qu'on passe et qu'on passe dans la vie quotidienne, dans la vie ordinaire. C'est ça qu'essaye de décrire ce livre. Ouais, pour continuer sur le thème de la mise à jour, il y a beaucoup de... Je pense que la question du temps, elle est super présente dans le bouquin. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Ouais. Il y a beaucoup de références à des époques où, même dans nos manuels d'histoire, c'est résolument fasciste. Par exemple, l'Espagne franquiste, là, c'était le fascisme, il n'y avait aucun doute. Il y a il y a un imaginaire qui est présent dans le livre qui est tiré en fait de ces époques fascistes. Par exemple, si je me trompe pas, à un moment, vous voyez un van noir qui fait peur avec les vitres teintées. Et vous vous dites, en fait, qu'est-ce qui nous empêche d'imaginer qu'ils vont sortir du van et juste enlever quelqu'un. Et il y a l'impression qu'il y a un besoin vraiment impérieux de remettre un jour
nos imaginaires, ou alors de garder... Enfin, je me perds un peu, mais... Donc il y a cet imaginaire de ces époques fascistes, résolument fascistes, par exemple l'Espagne franquiste, et en fait il y a la question de est-ce qu'on garde le même imaginaire fasciste. Par exemple, vous parlez de la cérémonie des JO et vous imaginez tous ceux qui ont participé se faire torturer, se faire arracher les ongles, tout ça. Donc là on reste vraiment dans l'imaginaire traditionnel fasciste, ou alors est-ce qu'il faut repérer le fascisme dans des imaginaires qui sont mis à jour, modifiés, qui intègrent des nouvelles choses. Enfin je pense que c'est plutôt par là qu'on s'oriente avec le livre. Il y a deux choses, hein. Il y a deux choses. Il faut que je revienne sur les JO. La première, c'est l'histoire du van. Alors oui, évidemment, il y a l'Argentine, le Chili et tout ça. Mais c'est réactivé parce que j'entends chez Trump. J'ai quand même entendu ou vu passer, parce qu'on voit tellement passer de choses, tellement d'images, tellement d'anecdotes, on a tellement de retours à flot avec les réseaux et tout ça. Il me semble quand même avoir vu, et quasiment au début de la deuxième présidence, là, des gens qui disaient, mais il y a un camion ou un truc, une fourgonnette de flics qui s'est arrêtée et qui prend les gens, enfin sans doute les gens qui n'ont pas de papier, j'en sais rien, qui les fourre dedans et qui les amène directement en centre de rétention. Et je ne pense pas avoir inventé ça. Donc en fait, ce livre-là est un peu particulier parce que c'est cet imaginaire-là qu'on a, bien entendu, mais qui est complètement réactivé par ce qui est en train de se passer. Donc c'est pour ça que le temps, le temps, il y a un texte qui s'appelle Non-synchronicité. Alors ça vient du livre qui est sorti à la tempête, Fascisme tardif. Il parle de ça, c'est Alberto Toscano, c'est ça? Comment il s'appelle déjà? Ouais, c'est ça. Et à un moment, il explique bien le livre. Vraiment, ça fait quelque chose qui me hante depuis longtemps. Les époques, elles se chevauchent. Nos imaginaires se chevauchent parce que les époques se chevauchent. C'est pas, par exemple, je sais pas. Alors, mettons que je sais plus quel décret, mais fin à Vichy en 45, je sais pas. Mais c'est pas pour ça que ça se termine. C'est pas parce que vous avez un décret qui met fin officiellement à cet état en 45 que ça va pas continuer dans la vie de tous les jours. Et ça a continué. Il a quand même fallu attendre les années 60. Alors, évidemment, il y avait les mesures prises à la Libération. Ok, mais dans les imaginaires... Enfin, moi, quelques souvenirs que j'ai de mes grands-parents, y compris même de mes parents, c'était là encore. C'était encore là. C'est-à-dire que vous avez simultanément coexistant, eh bien, par exemple, si je pense à la génération qui a maintenant, j'en sais rien, moi, 80 ans, vous voyez, c'est des jeunes filles qui, dans les années 50, 60, se préparaient à épouser un homme, se préparaient à être une bonne, j'allais dire femme de ménage, une bonne femme au foyer, à être correctement habillée comme ci et comme ça, et à obéir. Et on le voit dans Mad Men, par exemple, dans cette série. C'est un texte comme ça qui part de cette série pour revenir là-dessus, sur le fait que ces femmes qu'on voit passer, elles vivent encore ça comme ça. Et puis elles vivent un peu, peut-être, si elles ont un peu réalisé les années 60. Bon, alors à ce moment-là, elles ont peut-être eu enfin accès à la contraception, ça c'est possible. Et puis après, elles ont traversé les années 80 et tout ça. Mais une époque ne chasse pas l'autre et une vie ne chasse pas l'autre. Et c'est plutôt par couche. Et que la dame qu'on voit passer avec son déambulateur ou son petit sac, eh ben, elle porte tout ça. Elle continue à porter aussi ce qu'elle a vécu, surtout quand étant jeune fille. C'est de ça aussi au niveau du temps, c'est ça qu'essaye d'attraper au niveau du temps ce livre, et il faut l'attraper parce que sinon en fait le problème de la transmission et de la mémoire est un gros problème. Et je raconte un autre épisode, on est dans un village du 04, de là où je vis, c'est l'été, on passe et d'un coup il y a une affiche c'est le local de la Croix-Rouge. Il y a une affiche qui nous tape dans l'œil, quoi. C'est quoi cette affiche? Alors, c'était au moment du Tour de France et ils remettent des affiches style années 50, un peu pastel, un peu complètement déréalisées pour faire un peu « Ah, regardez, c'est comme dans le temps, c'est trop bien. » Enfin, la belle époque. Ouais, bon, enfin bref, le bon vieux temps qui n'est ni bon ni vieux. Et on passe devant cette affiche typique années 50 un peu, mais bon, je sais pas. Et
Je me rapproche et je me dis, mais putain, mais c'est quoi ça? On cherche. Eh ben, ça ressemblait, enfin c'était calqué, c'était la même affiche que dans les années 40, que pendant la guerre. Le jeune type avec un béret, aidé, je sais pas quoi, vous voyez, les affiches pétainistes, quoi. Alors, je suis pas sûre du tout que les gens de la Croix-Rouge aient fait ça, ni même les graphistes qui ont travaillé sur cette affiche en soient conscients, du tout. Ils ont peut-être tapé, cherché comme ça, ils se sont dit « Ouah, c'est chouette, là, c'est un peu dans l'air du temps, on y va. » Ah ouais, c'est dans l'air du temps. C'est ça aussi qu'essaye de capter l'insu de ceux qui remontent comme ça puissamment parce que ça n'a pas été analysé, ça n'a pas été suffisamment écrit, ça n'a pas été suffisamment discuté dans ce pays, donc ça nous revient mais puissamment du fond des âges, comme disait le général de Gaulle, quoi. Hein. Et ça, c'est hyper dangereux. Alors, quant aux JO, moi je veux bien lire un autre passage sur les JO, parce que c'est pas une torture ordinaire. Hein. Alors, aidez-moi, trouvez-moi le numéro, là, je sais plus où c'est. C'est le 14 ? Ouais, ah oui, souvenir des JO. Page 40. Ok. Bon, je suppose que vous avez en mémoire, on va dire en gros, la cérémonie des JO. Donc la première, c'est un texte en 2 temps. Hein. Donc je reprends cette cérémonie, je peux le lire, hein, je pense que ça donne une idée. Ça s'appelle Souvenir des JO. Maintenant, et il est possible que je dise ce maintenant pour éloigner comme on chasse un oiseau de mauvais augure ce qu'il figure. Maintenant, nos bras mesurent tous autour de 35 cm et pèsent 7 kg. Une jambe 70 cm pèse 26 kg. Un pied 2,6 kg. Vous verrez. Mais dans cette autre fois qui n'a que quelques mois, Aya avance devant l'Académie française. Les poids, c'est les poids type des membres que j'ai trouvés sur Internet. La norme. Elle est énorme, immense et noire, et fait des pincements de déesse hindoue avec ses ongles desquels elle caresse une poitrine haute comme le Cousson. Le Cousson, c'est la montagne de là où j'habite. J'ai pas mis de note parce qu'ils ont qu'à aller chercher. Suivi de Philippe à la barbe jaune, entièrement bleue, au ventre rebondi, bleu, allongé dans un plat de dahlia, précédé ou suivi de Piche, dont les longs cils ombragent la barbe rigoureusement taillée. Alors bondissent des êtres de 55 cm et 2,20 m, des chaussures qui tapent par terre en faisant des pointes, des culs en forme de bagnole et des coups qui coulissent, des tas de gens qui se jettent sur le sol et manquent de vomir dans l'eau, perchés et demi-enterrés, très gros, au serre-tête soleil, à la jambe métallique, à la coiffure en forme de saucisse, farandulo. Jongleurs et amuseurs se promènent. C'est un retour joyeux et en même temps qui annonce la suite. Quel que soit l'avenir, ceux-là seront noyés dans la boue écrasée. À celle-là, on coupera le cul avant de le mettre en conserve. Et ces autres vomiront des paillettes jusqu'à ce que mort s'en suive. À cet autre, la gorge entaillée d'où sort un pied coupé. Celui-ci castré, enfoncé dans un pneu. Celui-là aux yeux descendus dans les dents. Cet autre encore entonnoir dans le rectum, incarcéré dans un œuf. Étouffé dans une peau de poisson, ouvert en deux l'épiderme déroulé en tapis, râpé jusqu'à l'os, nivelé par une enclume, scalpé sur tout le corps, chiant par le nez, pissant par les oreilles, écartelé sur des clous, des lames, des scies sauteuses, pendu par les petits doigts, les cheveux, les globes oculaires, raclé dans le vagin, javelisé et récuré, fracassé côté gauche, intact côté droit qui voit l'autre, les ongles arrachés, les doigts trempés dans l'alcool à 90, le tronc découpé à la machette, les épaules macérées dans l'huile bouillante, le dos encastré dans une pierre, la pierre suspendue à 20 mètres, le tout à moins 50 degrés, farandoule, en file indienne, tombant un à un dans la fosse, basculant de la tête, du corps, du cul, des pieds, enseveli à la tractopelle, damé à la dameuse. Là, ce truc-là, c'est quand je parle, quand on discute, avec des personnes qui sont prêtes à voter. Rassemblement national. Je ne sais pas si vous en connaissez, moi j'en connais, on en connaît tous. C'est le fameux « on n'a pas essayé ». Allez, on va essayer un coup. Ce texte-là, c'est ce passage, d'abord c'est rappelez-vous que ça va être ça, et il faut en rajouter, et je suis allée voir évidemment Jérôme Bosch. Je voulais pas prendre les tortures, je sais pas quoi, classiques ou j'en sais rien, c'est déjà assez affreux.
Je voulais du plus. Donc c'est une description en partie d'un tableau de Jérôme Bosch. Parce que ce truc comment dire, d'atténuation, de monsieur, on va y arriver, regardez la Pologne, voilà, maintenant ils s'en sortent un peu mieux, ils sont passés par là, et puis c'est pas. Ils sont élus, mais après c'est pas comme Mussolini ou Hitler, après ils s'en vont. Ça, ce passage-là, c'est pour enfoncer le clou, c'est le cas de le dire. C'est pour dire, c'est ça que ça peut donner. Je dis pas que c'est ça que ça va donner, mais n'oubliez pas que c'est ça que ça peut donner. Et la fantaisie, elle est aussi là, au sens où elle est noire. Ça peut être la plupart du temps, heureusement, c'est le texte sans doute le plus noir, mais la fantaisie, elle permet d'en sortir, quoi. Mais quelquefois, on est bien obligé d'y aller, quoi. Et de ce côté-là, mais tout va bien se passer, l'annonçait déjà. Le livre d'avant, il y a eu Chemoul, le livre où mon chat parle, et puis avant, il y a eu Tout va bien se passer, et ça annonçait ça, clairement. N'oubliez pas, quoi, réaliser, non, ça va pas être facile. Tu as parlé de beaucoup d'anciens livres, mais tu as aussi écrit sur les littératures spirites. Et comment tu relis ce que tu disais des esprits et des gens qui en jouaient, de ces fantômes, tu y as pensé? C'est un livre d'une autre époque. Ça s'appelle Descente de médium. Je l'ai sorti il y a je sais plus combien de temps. C'était ton livre après ton match. Ouais, je sais pas. C'était un livre de... je sais pas, c'est y revenir, c'est tellement différent, ça. Revenir au revenant. Revenir au revenant, ouais. Je sais pas, je l'ai plus en tête, ce livre-là. C'était les médiums sont des escrocs, hein, quand même. Hein. Pas les fantômes, mais les médiums sont des escrocs. Et je sais pas, c'est pas des médiums, ces gens-là. Faut vraiment revenir à l'un des trucs qui m'a le plus marqué quand j'étais jeune, c'est l'expressionnisme allemand. Ils savaient de quoi ils parlaient. Et il y a un grand thème de l'expressionnisme allemand, surtout dans les films, les premiers films, hein. Le cabinet de Dr Caligari, les figures de cire, quasi tous les films. M'abuse, évidemment. C'est l'hypnose. C'est l'hypnose qui annonce ce qui va se passer, quoi. L'hypnose politique. Hein. Et c'est des médiums. M'abuse, c'est un médium, quoi. Et ça fait pas mal de temps que ça me revient, cette histoire d'expressionnisme, et qu'on est dans un temps de médium où les fous sont en train de prendre la tête de l'asile, quoi. C'est lesquels de dire aussi. Les fous sont en train de prendre la tête de l'asile. Et c'est la métaphore de Caligari. Je crois que c'est dans Caligari, il me semble, mais j'en suis pas sûre maintenant. Ça fait longtemps que je l'ai pas revu. Et c'est l'une des... Ouais, c'est sur les médiums, c'est l'une des clés. Et... Bon, là, j'arrêterai là. Il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je suis sûr qu'on vous pose la même question à chaque livre que vous sortez. Mais comment est-ce qu'on explique, pour quelqu'un qui connaît pas Nathalie Quintane, comment est-ce qu'on explique ce livre-là et Chaussures? Comment on explique que les deux livres sont partis de la même personne? Ou est-ce qu'il y a une cohérence, une consistance entre les deux? Bon, moi, je pense qu'il faudrait vraiment remettre au cœur de la question politique la notion de lisibilité et d'illisibilité. Et là, on est encore obligé de thématiser, quoi. Voilà. Bon, c'est ce qui s'est passé avec Tomate, hein. Tomate qui parlait beaucoup de langues, au fond, hein. Beaucoup qui était une espèce de livre de montage entre des considérations sur cette reprise du fait divers, la manière dont les livres du comité invisible étaient écrits, ce que ça donnait dans une petite ville de province, les répercussions de ce fait divers. C'était un moment aussi d'analyse un peu du langage parlé par les communicants sarkozystes, en particulier la ministre de l'Intérieur, là, comment elle s'appelle déjà, là, putain.
Ouais, voilà, Léo Marie, c'est un livre de montage comme ça, un livre poétique, en fait, Ouais. vraiment une fabrique poétique, ce livre. Mam. Mam. Pardon. Et, et là, d'un coup, alors parce qu'il y avait écrit Léo Marie dedans et Sarkozy dedans, ça y est. C'était un livre chez POL, hein, c'était pas un livre à la fabrique. Donc d'un coup, ça a tilté. Oh, il y a Sarkozy dedans, ça veut dire que ça parle de politique. On est encore un peu dedans. J'ai l'impression qu'on va pouvoir reposer la question de lisibilité, illisibilité, qu'est-ce que ça veut dire cette opposition, en le politisant, en le repolitisant. Parce que pour le moment, tu fais un livre sur les gilets jaunes, c'est politique, tu fais un livre sur les godasses, ça l'est pas, ou ça l'est moins, ou je sais pas quoi. Alors, sur le livre, par exemple, qui s'appelle Chemoul, un chat français, même si c'est un livre où un chat décrit sa vie. C'est un chat qui écrit. Donc, a priori, c'est pas politique. Sauf que, évidemment, et c'est chez POL, c'est chez un éditeur de littérature. Sauf que c'est un livre récent et que j'ai écrit d'autres. Alors maintenant, c'est bien repéré. Vous savez, j'ai quelqu'un qui s'appelle Christophe Hanna, qui a une métaphore, mais parfaite, sur la manière de ranger l'espace littéraire, dans la manière dont on range les livres dans l'espace littéraire. Il dit, dans le livre qui vient de sortir, qui s'appelle Sociographie, qui est génial, il dit, l'espace littéraire, c'est pas compliqué, c'est comme une boîte de nuit gardée par un vigile physionomiste. Voilà, donc il faut que ça ressemble à un roman, etc. Et donc, ce livre de Chemoul, je sais pas qui est mon chat, arrive après une série de livres étiquetés comme politiques, donc voilà, c'est bon, ça y est, ils sont pas trop perdus. Mais c'est pour ça que je reviens sur aussi sur le fait que on se leurre à penser qu'en écrivant un français clair et transparent, ça va être accessible à tout le monde et que ça va être efficace. Bah non. Non, c'est pas plus efficace que Mallarmé l'a été en écrivant Le Coup de dé, et certainement moins. Et ça paraît encore tellement évident qu'il me semble qu'il faut vraiment en reparler de ça, du trouble dans la langue et pas simplement dans le genre. Alors j'ai l'impression que c'est en train un peu de changer parce que là je suis tombée sur 2 livres qui sont sortis au petit matin et qui viennent plutôt du secteur de la poésie, il faut bien le dire. Hein. Un livre d'une américaine qui a écrit en français là pour le coup, qui s'appelle Claire Star Finch, qui est une sorte de reprise du corps lesbien. Et puis un livre de Etchart, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui a écrit un bouquin chez Terrasse qui s'appelle Tupa Madre, qui est, on aurait dit du Tendre Rimbaud sans orthographe. Il n'y a pas d'apostrophe, il n'y a pas d'orthographe. Et dans Tupa Madre, en fait, tout est là pour politiser à fond le truc, c'est-à-dire qu'en fait, elle parle essentiellement de sa mère, qui était une ancienne guerrillera, on dit, non Tupamaros. En Uruguay, et puis elle fait allusion à un moment aussi où elle-même est lesbienne, sauf que c'est pas du tout ce dont elle parle dans le livre. Elle parle essentiellement de la maladie de sa mère, du cancer de sa mère, et la langue est totalement sans orthographe, quoi. Et ça, je me suis dit, putain, là, c'est là qu'est le truc, ça, c'est pas c'est tout à fait lisible, mais c'est pas lissé, c'est pas scolarisé, c'est déscolarisé. Et je pense que c'est le nerf de la guerre en France. Alors, faut pas simplement s'occuper de l'orthographe, il faut s'occuper de la syntaxe, il faut s'occuper de tout le reste. Mais il me semble que c'est l'un des aspects du nerf de la guerre. C'est qu'il faut vraiment parvenir, et c'est très difficile pour nous, écrivains, pour tout le monde évidemment en France, tous ceux qui sont passés par l'école, bien sûr, puisque c'est là que ça s'ancre très profondément, depuis la petite enfance, jusqu'au bac pour ceux qui passent le bac, et même s'ils ne passent pas le bac, tout le monde y est passé. Et on a encore cette idée du livre qualité française, quoi, bien écrit. J'ai plein d'amis libraires qui me disent, il y a des gens qui viennent, qui veulent un livre bien écrit. Qu'est-ce que ça veut dire bien écrit ? C'est pas trop, évidemment, assez facile à lire, mais en même temps agréable, en même temps, comme disent beaucoup de professionnels de la profession, des livres jubilatoires et savoureux, bien entendu. On a encore chez Pivot. Hein. Et ça, à ce niveau-là,
ça a vachement du mal à bouger. Alors, c'est-à-dire que là, on est dans un moment où, alors on va dire jubilatoire et savoureux, et puis depuis quelques années, on va ajouter, mais c'est politique. Ok. Bah, il va falloir essayer de passer ce cap de la petite cerise sur le gâteau qui fait que ton bouquin qui est assez conforme et un peu avec une langue un peu nécrosée comme ça, faut bien le dire des fois, faussement transparente, enfin bon, je sais pas quelle idée on se fait de la transparence et de la clarté du français, c'est un leurre, ça a jamais été, enfin je sais pas, et qu'à aller lire Rabelais, moi j'en sais rien, ça a jamais été ça quoi. Et donc là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce côté-là et que cette idée de la langue, d'une langue un peu conforme, est portée par tout le monde, mais y compris moi-même, nous, on est obligé d'un petit peu de se battre contre ces habitudes très ancrées qu'on a, quoi. D'autant plus qu'en plus, je suis prof, hein, donc c'est de français, donc c'est... faut commencer par se méfier de soi-même, évidemment. Parce que finalement, peut-être que c'est ça qui est omniprésent dans vos livres. En tout cas, c'est comme ça que je les lis, c'est que vous les rendre sensibles et mettre sur papier des choses qui, pour l'école, ou en tout cas pour nous tous qui avons incorporé les habitudes un peu scolaires qui viennent de notre enfance, incorporer les choses qu'on jugerait trop prosaïques, trop vulgaires, ou en tout cas qui n'ont pas trop d'intérêt. Et vous les mettez sur le papier et vous les rendez lisibles, vous les rendez visibles et sensibles. Par exemple, chaussures, moi j'avais jamais pensé à écrire un livre sur notre expérience d'un pied dans une chaussure. Là c'est un peu pareil finalement, c'est écrire sur des petits bouts de réalité au quotidien et dire mais non en fait ça a une place sur le papier, ça a une place dans la littérature comme vous la définissez, aussi ça a une place parce que ça nous mène à quelque chose d'autre. Et vous faites cette expérience de littérature où vous prenez des petits détails et vous les poussez à l'extrême pour ouvrir un peu une porte, pour un peu faire souffler l'air dans la pièce, non ? C'était déjà le cas dans Chaussures, hein, en fait, bien avant que je colle l'idée de Nerval de fantasy réaliste, parce que en fait, c'est un livre qui est sorti en 97, c'est quasi mon premier livre, enfin le deuxième, mais le premier c'était Remarques, c'était un peu des remarques comme ça, très littérales et très concrètes, et en fait... alors ça commence comme ça l'est jamais vraiment, mais les gens l'ont vu comme une continuité de la poétique de l'objet, un livre pongien, etc. Mais en l'écrivant, à un moment, je me suis dit, on passe à autre chose là. Ça démarre dans une forme de poétique de l'objet, et encore, il y a beaucoup d'expériences, d'espèces de tests, bon, qui sont pas pongiens, ni péréquiens, je pense. Et à un moment, bah quand même, il y a un livre sur les godasses d'Imelda Marcos, quoi. La femme du fameux dictateur, c'est quel pays, rappelle-moi, c'est Marcos. Philippines, non? Je crois que c'est les Philippines. T'es jeune, tu te souviens pas? Non, moi, je me souviens, Imelda Marcos, mais... c'était la femme de ce dictateur. Et elle était très connue parce qu'elle avait des milliers de paires de chaussures. Voilà, donc c'était un truc de fou. Et il y a ça. Et puis il y a aussi un passage, si je me souviens bien, sur Khrouchtchev. Quand il tape avec sa chaussure, je sais, à l'ONU, ou je sais plus où c'était. Et c'était déjà, donc c'est un livre qui est sorti en 97, c'était déjà une manière de thématiser le politique, mais il y a des, comme dit Christophe Hanna, l'espace littéraire, c'est une boîte de nuit gardée par un vigile physionomiste. Donc, comme tout le monde est entré par la porte poésie, ponge poétique de l'objet, tout le monde, hop là, donc, ou alors ils ont lu les 20 premières pages et puis après ils se sont dit, ah oui, j'ai compris, sauf que le verre était déjà dans le fruit, et qu'à un moment, le politique était clairement thématisé. Ah mais vous voyez, on est tellement... c'est pas un reproche que je fais, je fais pareil, c'est pas un reproche que je fais, c'est juste... en fait, ça a toujours été déjà là. Ça a toujours été même déjà thématisé à un moment, dès le début. Et puis, dans le secteur d'où je viens, qui est la poésie, clairement, la poésie des années 90, c'était au milieu des années 90, la thématisation, enfin, c'est pas la thématisation, mais la repolitisation claire, pensée, consciente, elle est arrivée, en fait, fin des années 90. Il y a une petite anthologie publiée par Aldante à l'époque qui s'appelle Ouvrier vivant, qui est sortie en 99.
qui était là c'était vraiment, ça partait de paroles recueillies d'ouvriers sans papier. Et c'était des poètes qui reprenaient, qui faisaient des textes avec ces témoignages-là. Ça, c'est 99. Et on a sorti avec Stéphane Bérard un CD de musique. C'était en quelle année ? 2002, qui s'appelait Progressiste, et qui était clairement aussi politique. Et c'est sans doute l'un des... Donc c'était un CD musique, l'un des travaux, là on l'a fait ensemble avec Stéphane Bérard, mais qui était le plus clairement politique, et qui était un vrai, si on le réécoute, je pense qu'il est peut-être en ligne, je sais pas, c'était sorti chez Aldante aussi. Je pense on voit bien comment peu à peu dans des chansons, c'est une série de chansons, c'est un album, qui sont aussi fantaisistes, enfin qui ont un côté qui sont, voilà, musicalement, c'était fait de briques et de broc. Eh bien, il y a cette montée de l'inquiétude politique qui est très claire dans ce CD qui s'appelle Progressiste, pas par hasard. Et il y a il y a une chanson sur ce cinéaste formidable, Marcel Ophuls, qui a fait Le Chagrin et la Pitié, ce long documentaire qui enfin parle de la collaboration en France. Et qui n'a pas été interdit, non ? Je me demande s'il il a fallu attendre beaucoup pour... je crois qu'il a été interdit pendant longtemps. La France, c'est ça, quoi, quand même. C'est quand même un mec qui, début des années 70, non, fait enfin une série de films documentaires sur la collaboration. Et en France, il faut attendre ça pour que ça puisse arriver au public. Donc bref, du côté de la poésie, il me semble qu'il y a un tournant clair qui se prend là, quelques temps à peine après qu'on a commencé cette génération-là, hein, la génération Bérard, Tarcos-Penquin, Beck, etc. Enfin bon, voilà, la plupart sont encore là. C'est à ce moment-là que ça se joue. Et... je suis contente que ça se joue depuis longtemps, et que c'est cette période-là qui signe que c'est fini les années 80. C'est fini la Restauration. Quand même pour des gens un petit peu ludiques, quoi. Et souvent qu'on parle de ça à chaque fois. Jubilatoire, les jubilatoires, savoureux. Les poètes sérieux qui arrivaient, les vrais poètes, tu racontes des lectures, c'était là pour amuser un petit peu au début, on a l'impression. Oui, mais c'était un mot aussi qui était très, j'allais dire à la mode, je crois. Parce que ça venait aussi de l'Oulipo. De la manière dont on voyait la manière. À l'époque, l'Oulipo, c'était les émissions de radio. Je crois que c'est fini maintenant. Mais il faudrait en parler de l'Oulipo, parce que quand l'Oulipo, c'est un vieux mouvement, hein, les débuts, c'est quoi ? Début des années 50 ? Il me semble, hein, c'est vieux. Hein. C'est ça. Queneau, c'est Queneau. Le Lyonnais, quand ça arrive, toujours pareil, les mouvements, il ne faut pas que ça dure. Faut pas que ça dure. Ça arrive, il y en a marre du surréalisme. Ça fait 40 ans qu'on se bouffe du surréalisme, il y en a marre de la métaphore, il y en a marre des Rose-Croix, il y en a marre de l'alchimie, il y en a marre de... Voilà. On va reprendre le truc, on va faire quelque chose de complètement l'envers, quelque chose avec des règles mathématiques, des contraintes... et avec en touchant bien entendu que nos exemplaires, en touchant un néologisme, mot-valise, machin, c'est ludique. Alors voilà, je sais pas si à l'époque ils se voyaient comme des gens ludiques, j'ai un peu des doutes, hein. Je pense pas du tout. Je pense que c'était une opération extrêmement sérieuse, et qu'il est resté avec un vrai collectif qui a vraiment travaillé, et qui était vraiment en opposition avec, faut pas oublier que Breton est mort en 66. Donc il était là encore. C'était le surréalisme finissant et un peu essoufflé, mais il était quand même là. Et donc là, parfait, c'est frais, ça remet en scène Jarry, la pataphysique, c'était ce qu'il fallait, c'était vraiment, vraiment intéressant là. C'était fort. Bon, 40 ans ou 50 ans après, c'est une émission de radio où tout le monde se poile, quoi. Bon, moi, j'ai rien contre le fait de se poiler à la radio, c'est pas le problème, mais là, c'est sous l'étiquette Oulipo.
qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu que ça s'est un peu affaibli. C'est normal, au bout de 40 ans, je veux dire, ça doit durer, je sais pas, 5 ans, un mouvement comme ça, quoi. 10 ans max, s'il y a de la suite, s'il y a des héritiers, s'il y a des gens qui font vivre ça. Mais oui, quand c'est mouvement, c'est un mouvement et ça peut pas, ça s'essouffle au bout d'un moment. Et donc l'adjectif ludique qu'on mettait à toutes les sauces à l'époque, ça vient de là aussi, de cette habitude, parce que voilà. C'est pas péjoratif, ludique. C'est pas péjoratif, mais quand tu l'utilises trop, ça devient, tu sais plus de quoi tu parles. C'est ça le problème, c'est que nous, quand on a commencé, c'était plutôt le côté parodique, je crois. Hein. C'était une position un peu particulière parce que on était en rupture avec la restauration des années 80, ça c'est clair, à la poésie poétique. Et on était des héritiers méfiants des avant-gardes historiques ou de ce qu'il en restait, mais des héritiers. C'est-à-dire qu'on connaissait l'histoire des avant-gardes historiques, depuis Mallarmé jusqu'à Fluxus à l'époque, avec tous les mouvements intermédiaires, avec la performance, avec la poésie visuelle concrète. Ça, on connaissait. On savait ce que c'était. Et les quelques restes suite des avant-gardes, TXT, Christian Prigent, Glaise, Nioc, etc., on a publié chez eux. On savait ce que c'était. Avec en même temps, évidemment, c'était l'autre génération, on avait 20 ans de moins, au moins 20 ans de moins. Donc, on essayait de faire autre chose. Il faut faire vivre les choses. Et les faire vivre, c'est aussi travailler à la fois dans l'héritage, dans la transmission et dans l'opposition. C'est ce que dit, d'une autre manière, c'était opposition politique, là, mais quelqu'un comme Balestrini dit bien, il dit clairement, la poésie est une opposition. Alors, il entend opposition politique, mais opposition formelle aussi, opposition de tous les côtés, tous azimuts. Et c'est ça qui fait que la poésie reste aujourd'hui, je trouve, vivante et assez... c'est les trucs qui m'excitent, c'est ça, quoi. Ça reste stimulant. Parce que l'héritage et l'opposition, la transmission et l'opposition ne sont pas contradictoires, ne s'opposent pas. Qu'on peut, c'est ce que j'ai fait dans plein de mes livres, aller piquer évidemment, voler, piquer des trucs à Christine de Pisan qui écrivait au 14e, 15e siècle, je crois. Piquer des trucs à Homère si vous voulez, peu importe, plus c'est loin, plus c'est bizarre et intéressant. Et aller regarder évidemment de très près ce qui se passe là en ce moment, en octobre 2025. C'est ces rencontres-là qui font que ça continue. Ouais. À ce propos, toi, tu as arrêté à un moment les lectures performances. Tu t'es invité un petit peu partout. Tu t'es quand même tu produisais souvent. Je me rappelle une lecture que tu avais faite à Beaubourg, où tu n'étais vraiment pas contente. On t'avait mis sur le mezzanine. C'était le printemps des poètes, je me rappelle. tu avais improvisé quelque déjà chose. Tu étais en colère, je me rappelle. Et c'est la dernière fois, je crois que je t'ai entendu dire comme ça en public, de la poésie ou un livre comme ça. Je voulais pas moulipianiser, je pense, mais c'est dire affaiblir les choses. Donc j'en fais presque plus. Après, j'en ai fait une il n'y a pas si longtemps que ça. Juste avant les JO à la Maison de la Poésie. Oui, j'avais une sorte de carte blanche et je suis arrivée avec la mascotte des JO en sautant entre les jambes, quoi. Et j'ai juste présenté mes invités, il fallait des gens qui venaient, qui eux ont fait des vraies performances. Mais non, le printemps des poètes, je peux faire 10 secondes sur le printemps des... En fait, je dis printemps des poètes et ça suffit. Ça, il n'y a pas besoin d'en rajouter, quoi. J'ai une question aussi sur le parler fort. Tu parles un moment dans le livre, tu dis, tu vois, entre parenthèses, il faut que je précise, pendant 3 semaines, une moitié de la population s'est mise à parler fort. Avant, ils pensaient, puis disaient la même chose, mais dans un volume normal, et la plupart du temps entre eux, dans une fête de village, dans un bar, autour d'une table. Voilà. Les gens parlent fort, en fait, et tu le dis plus loin, mais tu vois, dans une petite ville, tu es directement en contact avec ceux qui parlent plus fort, ils achètent le même fromage que toi, ils vont au même hôpital, puis tout simplement, c'est ton cousin, ta belle-sœur, un pote qui ne croit plus
co-crypto-monnaie. Et je me dis, dans la gauche, en tout cas, on parle pas fort en fait. Je me trompe ou pas? Sauf pendant les manifs. Ou est-ce que c'est... Quelle réponse on a à ça? Parler fort. Ça, c'est l'ouverture de la boîte à conneries, hein, comme dirait Leslie Kaplan. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à parler fort là pendant un mois. C'était fascinant. Franchement, mais avec le recul, j'en reviens pas. C'est-à-dire que, évidemment, les blagues racistes entre potes au café, on en entendait. C'est pas arrivé là, en juin 2024. Ça traînait depuis Pétain, non? Je sais pas, hein. Voilà. Voilà, bon, ok, c'est bon, ça va. Mais alors là, d'un coup, là, pendant... jusqu'à l'élection du nouveau Front Populaire, là, hein. Alors là, jusqu'à l'élection, donc pendant 3 semaines, je crois que c'est ça, la campagne, d'un coup, ces blagues racistes, là, elles étaient en plein boulevard, à Donf, tonitruées sur le boulevard, tranquille, ça y est, on y est, détendu, on y va, c'est nous, on a la rue, on a pris la rue, on vous prend le chou. Et ça s'est produit plusieurs fois. C'est pour ça que ça a monté le volume. D'un coup, c'est la France, on n'est pas dans une république sociale, enfin ça a échappé à personne, on est dans une république verticale, donc quand ça s'autorise depuis le haut, quand ça s'autorise en haut, ça descend en bas, ça ouvre la boîte à conneries en bas. Et c'est là où je vis, mais bon, partout, c'est clairement ce qui s'est passé pendant 3 semaines. Et puis, le résultat des élections est arrivé, c'est terrible quand même, c'est quand même terrible. Le résultat des élections est arrivé, et paf, ça s'est arrêté. Et on est revenu comme avant, enfin, on pensait qu'on était revenu comme avant. C'est que c'est un pays, mais totalement, ça m'étonne pas que la santé mentale soit grande cause nationale, quoi. Parce que là, il faut faire quelque chose, hein. C'est quand même un pays où voilà, un truc d'urne de date te fait vriller toute une population. C'est pas... On parle fort comme ça, mais pendant des longues périodes aussi. Ouais, mais toi, t'es du midi, toi. Je suis dans le midi, donc j'entends... Moi, c'est des bas alpins. Les bas alpins, normalement, c'est pas les Marseillais, c'est pas les Vauclusiens, c'est pas le Var. Hein. C'est un peu plus... Vitrolles, je me rappelle que je connaissais bien. Le Front National arrive, effectivement, on parle fort. Le Front National, donc ça dure un mandat. C'est ça. Et le mandat s'arrête, ça s'arrête. C'était très étonnant. Ouais. C'est ce que j'ai compris. Et là, ça a duré 3 semaines. C'est ahurissant. C'est là que tu te dis, mais ça va pas du tout, ces histoires d'élections là. Faut vraiment faire quelque chose. Hein. Ouais. C'est vrai que c'est peut-être ça qui est bien français, c'est qu'on a, en tout cas pas on, mais il y a des gens qui attendent l'autorisation d'en haut pour ensuite se mettre à parler honnêtement. Enfin, je me souviens, bien que j'étais très jeune, de l'époque mariage pour tous, là on avait une explosion d'homophobie qui maintenant est pas cachée mais qui est quand même plus discrète qu'en 2013, je crois que c'était en 2013. Et finalement je peux penser à plein d'épisodes comme ça où il y a des gens qui se sont relâchés et ensuite ils se sont un peu recachés, mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui attend de bondir et d'attendre l'autorisation en fait. C'est vrai. Finalement ils restent un peu dans une relation papa-enfant quoi. Ils attendent l'autorisation d'en haut et quand c'est bon, ils sortent et ils y vont. C'est une relation assez, je trouve, servile quoi. C'est assez servile. Là je suis en train de lire un livre qui est assez passionnant, d'un historien. Le livre est sorti il y a au moins 10 ans. L'affaire des 14 de Darnton. C'est un spécialiste du XVIIIe siècle. Et c'est là que j'ai lu cette phrase sur un peuple libre qui devient servile, qui est devenu servile. C'est dans un poème, parce qu'en fait, au XVIIIe, il y avait plein de poèmes. On dit toujours que c'est une époque pas poétique, et en fait, ça l'était, mais différemment. Ce que Darnton explique, c'est qu'il est allé dans les archives, et on est en 1749, donc c'est l'époque de Louis XV et de la Pompadour. Et il y a des courtisans à Versailles qui vraiment sont pas contents, les problèmes d'intrigue politique, bref. Donc comment ils font ? Ils peuvent évidemment pas se heurter frontalement au roi et même à sa maîtresse. Et ils écrivent, alors qu'on n'a pas retrouvé, enfin bon, ils écrivent des petits poèmes. Ils écrivaient des petits poèmes, voilà, satiriques bien entendu. Et puis ces petits poèmes pouvaient, pas toujours, mais pouvaient, voilà, venir de Versailles, de la cour, et puis passer à Paris, chez les Parisiens, dans les rues de Paris, dans les cafés de l'époque. Et puis ces petits poèmes étaient transmis de la main à la main, parce que évidemment sur des tout petits papiers, écrits petits, parce qu'il fallait surtout pas que la police les chope. Et puis ces petits poèmes étaient modifiés au fur et à mesure, de la main à la main, pour rajouter tel vers sur la Pompadour ou tel
Et puis ils étaient chantés aussi dans des guinguettes, dans des cafés, à condition évidemment que la police ne soit pas là. Et il y avait une circulation de ces petits poèmes comme ça. Et puis, alors sur un poème en particulier qui disait que la Pompadour avait une maladie vénérienne, si j'ai bien compris. Bon, ça leur a pas plu. Donc ils ont prévenu la maréchaussée, là, les flics, et il y a eu une vraie enquête. Ils en ont chopé 14. Alors, il fallait remonter toute la file en partant du premier poème. Bon, tu l'as eu où ton poème? Bon, personne disait c'est moi qui l'ai écrit, bien sûr. Donc, je l'ai trouvé là, sur la table de ce café, etc. Et en faisant l'enquête, ils en ont chopé 14. Puis là, c'était la Bastille. Hein. Et c'était la Bastille, pas 2 jours. Hein. C'était la Bastille pendant 5 ans, 6 ans. Ça rigolait pas quand même. Et pourquoi je raconte cette histoire de Darnton? Ah oui, Serville. Et ben, il y a un vers comme ça qu'il cite et qui passe de la main à la main, qui décrit ce peuple français qui était libre et qui est devenu tellement servile. On est en 49. C'est avant la Révolution. Hein. C'est ça que ça m'a rappelé. C'est pour ça que j'ai dit ce mot-là, parce que je pense qu'il est resté à la suite de la lecture de Darnton. Ouais, moi, ça, je sais pas, je dirais que c'est qu'on est, mais je m'exclus pas forcément de faire attention aux réactions qu'on a. Il faut sans cesse lutter contre soi-même. Oui, on a tendance je suis une ancienne bonne élève, je suis devenue enseignante, fonctionnaire. Pourquoi il n'y aurait pas des poussées de servilité aussi? Surtout dans la période dans laquelle on est, forcément, on a des appréhensions, j'en sais rien. Et il faut faire très attention à ça. Et ce livre de Darnton, ça décrit très précisément ce que Anna explique dans les sociographies. C'est des écritures sociographiques, clairement. Voilà. Je sais pas, avec le temps... Là, il y a une question qu'on m'a fait passer par écrit. Attends, il faut qu'on trouve un truc pour qu'on t'entende. Tu veux pas te rapprocher d'Alex? Non, d'Alex, mais... Non, mais ça Commence. Vas-y. Il y a une question qu'on m'a fait passer par écrit, manuscrite. Donc il y a des possibilités que j'arrive pas à lire. Donc elle a été écrite par l'Association pour l'étude des poétiques administratives. Les régimes autoritaires se caractérisent par l'expérience quotidienne de l'absurde. Par conséquent, l'irruption systématique de l'absurde dans la vie quotidienne devrait nous alerter. Je me suis dit aussi, mais c'est accessoire, que j'écrivais pour parvenir à déterminer ce que je pourrais encore écrire et dans quelle forme, sans un régime autoritaire, page 169. Ouais, dans un régime autoritaire. Et bon, il y a une suite, je la lis aussi? Non. Alors ça, je pense que c'est plus ou moins... C'était en grande partie quand même assez inconscient ou pas aussi conscient qu'aujourd'hui, bien entendu. Déjà dans Tomate, c'est ça en réalité. Hein. C'est un peu déjà un livre de test pour est-ce que je peux écrire ça. Encore plus, tout va bien se passer. Puisque tout va bien se passer, le personnage principal est un ministre, sans jambes et sans bras, amputé. Ça vient à la suite des gilets jaunes et des yeux en moins et c'est retour à l'envoyeur. Hein. Ok, vous avez amputé des gens, y a eu des mains en moins, des 25 œils crevés. Donc moi, je vous mets un ministre là, sans bras et sans jambes et on va voir ce qui va lui arriver. C'est bien la littérature quand même, la fiction pour ça. Hein. Au moins là, ça se passe. Et donc ce ministre-là, il travaille. Alors là, il y a une longue, je résume, parce que il y a une longue visite de l'Élysée. Je suis pas allée à l'Élysée, mais c'était sur le site, quoi, évidemment. Alors, on est sous Napoléon III à l'Élysée. Hein. C'est pour ça que le vol des bijoux d'Eugénie, je pense que c'est vraiment la fin du macronisme, hein, parce que Brigitte, c'est quand même notre génie. Hein, et là, c'est vraiment symboliquement, c'est très fort. Hein. Bravo les gars. Donc ces gens vivent clairement dans un décor Napoléon III. Et puis alors je passe les épisodes et puis à la fin il est travaillé ce ministre. Il faut les travailler un peu, mais physiquement aussi quoi. En tout cas dans le livre il est travaillé physiquement. Et l'idée était déjà là, je pense, mais pas aussi clairement formulée. Qu'est-ce que je peux faire passer là? Alors je fais passer ça. Pour le moment, ça passe sans problème. C'est de la littérature, c'est chez POL. Tout va bien. Pas d'inquiétude, n'ayez pas peur, tout va bien se passer.
Mais, je sais pas moi, hein, si ça pourra encore être publié dans 5 ans, ce genre de truc, c'est un peu, je sais pas, hein, je suis pas sûre, hein, pas si sûre quoi. Hein. Malgré mon grand âge et mes non-décorations d'ailleurs, parce que j'ai eu beaucoup de prix. Mais enfin, il y a un truc comme ça. Et cela dit, la pleine conscience de ce fait, qui est dit dans cette phrase-là qui vient d'être lue, c'est pas quelque chose que j'ai écrit, ça vient de la lecture d'une nouvelle qui s'appelle Le Lieutenant Kijé, une nouvelle soviétique de Tinianov, qui était publiée dans les années 20 et qui est très intéressante. C'est là que ça vient, cette idée de l'absurde. Parce que Tinianov, donc, il écrit ça au moment où ça commence à merder à fond. Où t'écris un truc, là, tu vas en Sibérie direct. Hein. Et ce qui se passe, c'est qu'il va dans les archives, je ne sais plus pourquoi. Il fouille les archives de l'époque de Paul Ier, qui est le fils de la grande Catherine, de Catherine II, et il tombe sur plein de faits divers, d'anecdotes, de trucs de l'époque, où évidemment ça envoyait un peu tous ceux qui n'étaient pas d'accord en Sibérie déjà, enfin c'est l'histoire de la Russie. Hein. Et là il tombe sur un truc ahurissant, quoi. Qu'il va reprendre tel quel. Il va rien inventer, mais il l'écrit de manière, c'est magnifique. Enfin, ça peut se trouver très facilement. Le lieutenant Kijé de Tinianov, il faut vraiment lire cette nouvelle, elle est pour aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? Il y a une espèce de scribe, un secrétaire, qui doit recopier un texte, qu'il doit faire passer au secrétaire de l'empereur, de Paul Ier, enfin du tsar. Voilà. Et il n'a pas intérêt à se planter, quoi. Parce que s'il met une virgule là où il ne faut pas... donc il écrit, il copie, puis il n'a pas trop le temps en fait, il faut que ce soit fini avant le soir. Et à un moment, il se trompe, il se plante, il fait une erreur, voilà. Au lieu d'écrire je ne sais plus quel mot, il écrit, en russe évidemment, lieutenant Kijé, K-I-J-E. Et le temps presse, il n'a pas le temps de revenir dessus, donc il file le texte ou je ne sais plus ce que c'était, un décret ou je ne sais pas quoi, au secrétaire de Paul Ier. Le secrétaire s'empresse d'aller le porter au tsar. Voilà, c'est fait, c'est entériné, c'est validé. Le lieutenant Kijé existe sur le papier. C'est-à-dire l'erreur qu'il a faite doit exister. C'est pas possible de dire je me suis trompé. C'est pas possible de dire ce lieutenant-là, en fait, il n'existe pas, c'est juste une faute d'orthographe, j'allais dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc après, c'est toute la chaîne qui fait exister ce type. C'est-à-dire que comme il existe, il faut qu'il fasse une parade. Donc il doit être dans la parade. Mais pour parler de fantômes, tu vois. Ouais. Ah ouais, oui. Et de Dieu aussi. Hein. Et alors, Dieu, ça c'est surtout... Quand tu sais, ouais. C'est comme ce qu'il nous disait Pascal l'autre jour. Tu vois, tu te demandes qui c'est Pascal. Il existe parce qu'il est nommé. Ouais. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et donc on le fait, je raconte pas parce que c'est magnifique et c'est tout le temps incroyable, c'est qu'il va devoir exister jusqu'au bout parce qu'on ne peut pas contredire quelque chose qui a été validé par le tsar, ça c'est impossible. Et donc, et tout est absurde, absolument absurde. Et Tinianov parvient, en passant par cette époque-là, donc 100 ans avant, c'est pile 100 ans avant je crois, à dire l'essentiel de ce qui est en train de se passer comment ça commence à merder en Union soviétique, quoi. En fait, tout est là, tous les trucs absurdes, voilà, c'est là. Il n'y a pas besoin d'écrire Staline, et heureusement pour lui, et il n'y a pas besoin d'écrire... voilà. Cette phrase, elle vient de la lecture de cette nouvelle de Tinianov, clairement. Je sais pas si... Enfin, je sais que dans le rap français, il y a des choses qui existaient, qui étaient presque grand public il y a 20 ans, et qui aujourd'hui, quand La haine devient une comédie musicale, t'as des morceaux, Molasson, Le bien, le mal, les flics, c'est cool, pourquoi, qui, machin... et à l'époque, il y avait Sacrifice de poulet du Ministère amer. Aujourd'hui, dans la BO d'un blockbuster, t'as plus ce morceau-là, quoi. Le morceau où il semble plus personne n'oserait même le faire. Alors, je sais pas si dans la littérature, tu peux encore... c'est pas... mais qu'il y a déjà... Ouais. Il y a cette fatigue et cette atténuation et cet amortissement que j'ai signalé avec l'Oulipo, avec le rap, pourquoi pas. Et il y a aussi... Il y a un truc, parce que tu parles de c'est bien, c'est mal, etc.
Il n'y a pas très longtemps, j'ai lu un truc que j'avais jamais lu de ma vie, je sais pas pourquoi, c'était là, c'est Les Provinciales de Pascal. On va parler de Pascal, je sais plus si on en avait parlé. Ouais, tu vois, Il existe, ouais. il a même écrit des bouquins. Ouais, il a écrit des bouquins. Et Les Provinciales de Pascal, c'est Pascal Pro. C'est vraiment, on est au 17e et franchement, c'est la description très exacte de l'espace politico-médiatique tel qu'on le vit. C'est-à-dire, je dis ce que je pense pas tout en pensant que je le dis, mais sans le dire, etc. C'est décrit très finement et je vous assure qu'en lisant, je crois les 3 premières, c'est des lettres, il me semble, ça se présente comme ça, vous vous dites, oh mais c'est lui, mais c'est dingue, c'est Darmanin. Ah mais c'est dingue, c'est comment elle s'appelle, Salamé là. Alors c'est des histoires de jésuites mais ils sont super fins, malins, ouais, pas tant que ça, mais les jésuites, ils arrivent c'est des cathos, ils arrivent à tout s'autoriser. Ils savent y faire, c'est un truc de fou, quoi. Tout est possible avec les cathos, mais ça passe par le discours. Et c'était troublant. Mais voilà, c'est pour ça qu'en fait, à un moment du mandat macroniste, j'étais persuadée qu'on était sous Napoléon III. Et là, je me demande quand même si on n'aurait pas revenu sous Louis XIV. Tout bien considéré. En tout cas, c'est... Je vois pas pourquoi ça serait pas là, quoi. Ça, là, quelque part, je sais pas où, en nous, les fantômes. Voilà, les fantômes de l'Ancien Régime. Il y en a quand même pas mal qui n'ont pas supporté 89, qui continuent à le dire, qu'ils n'ont pas supporté 89. En tout cas, on a l'héritier de Louis XIV qui est écrit dans le Figaro. En ce moment. Non, mais pas de vrai. Ah ouais, c'est vrai. Et voilà, donc il y a des choses qui remontent, et pour le meilleur et pour le pire, mais on est dans un moment... Alors, pour le meilleur, c'est les moralistes, les grands moralistes. Je pense que Anna, c'est un moraliste. C'est un grand moraliste d'aujourd'hui. Ça, c'est le meilleur. Et puis le pire, c'est ce qu'on sait, quoi. Voilà, c'est CNews, c'est, je sais pas, Bolloré, c'est, je ne sais rien, là, Sterrin, tous ces gens-là, quoi. Les filles qui s'habillent en robe à fleurs et en grège, là. C'est ce genre de truc, quoi. Mais... c'est pas seulement la morale, ce qu'on dit, ouais, on est dans un moment, c'est un peu la morale, je sais pas quoi. Et je pense qu'en lisant Les Provinciales, on peut, et en se replongeant un peu dans cette période d'avant la Révolution, hélas, il y a des clés qui remontent, en fait, il y a des choses qui remontent et qui peuvent donner des indices. Je dis pas que c'est pareil, il ne faut pas faire d'analogie, évidemment, c'est pas ça, mais c'est assez troublant. Il y a des moments où c'est assez troublant, quand même. Donc, en fait, comme vous le savez, la Révolution n'a pas été achevée. Je suggère que les têtes peuvent tomber encore, mais ce n'est que de la littérature, bien entendu. Mais la Révolution n'a pas été achevée, ça c'est sûr. C'est pas Hazan qui aurait dit le contraire. Ouais.